Bonjour Devox, merci bien d'être là pour m'aider à retrouver mes serveurs. Du coup, je me présente très rapidement. Je suis Jérôme Aigron, je travaille pour Xebia. Je suis développeur Java et quelques autres choses depuis un peu plus de 5 ans. Et je suis toujours intéressé aux problématiques DevOps et Cloud. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé sur un des derniers projets, ce qui nous est arrivé au niveau de transformation d'architecture. On a un client qui est arrivé avec les problématiques suivantes en fait. Il voulait une architecture réactive qui soit hébergée dans le cloud. Et ils voulaient que la base de données était toujours chez eux. Donc il faut trouver un moyen de récupérer les données pour les intégrer à notre système. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez le côté système client et notre système. Chez nous, on a voulu persister avec Couchbase. Base de données NoSQL scalable, avec un système de requête plutôt agréable à utiliser. Donc les premières questions, ça a été comment récupérer les données. On a développé un petit module qui permet de surveiller les triggers sur Oracle et de générer des événements en fait à chaque modification. Et chacun de ces événements, du coup, on les a fait transiter dans notre système à travers une API REST pour pouvoir ensuite les consommer et les persister dans Kafka. Pourquoi Kafka et pas pourquoi directement chercher à les persister en base de données? Le problème, c'est si on n'arrive pas à les persister ou à les traiter, qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu réinterroger Oracle pour se resynchroniser. Alors que là, Kafka, c'est un commit log distribué, ça sera toujours disponible. Et une fois que c'est persisté dans Kafka, si jamais on a des soucis par la suite, on pourra réinterroger le commit log, pouvoir rejouer les différents événements et resynchroniser notre base de données. Kafka vient jamais sans Zookeeper, qui est gestionnaire de configuration des systèmes distribués. Du coup, une fois l'événement chez nous, on a développé un petit module pour enrichir les données et adapter à notre modèle. Et de nouveau, on a écrit dans un autre topic Kafka pour dire que c'est bon, nos données sont au bon format, on peut faire avancer la donnée dans notre système. Comme les données au bon format correspondent à notre modèle, on avait un module qui était branché au topic données OK pour juste les prendre et les persister dans Couchbase. On avait besoin aussi d'un système de requête un peu plus évolué. Du coup, on a branché un Elasticsearch et on synchronisait nos index à l'aide de Logstash, outil prévu pour ça. Et enfin, faut bien qu'on code un petit peu, parce que pour l'instant, on a juste branché quelques outils. Donc, on a développé différents modules en Java qui permettent d'exposer différents services à travers l'API REST et qui tapent soit sur Elasticsearch, soit sur Couchbase. Donc voilà notre archi réactive qui se base principalement sur Kafka Zookeeper. Après, les nouveaux enjeux sont arrivés. Pour tout ce qui est reprise sur erreur, du coup, on a Kafka. Il suffit juste de remonter dans le commit log pour retrouver si jamais quelque chose s'est mal passé pour essayer de le rejouer. Par contre, grosse question sur comment on configure Kafka et Zookeeper pour se dire, OK, qu'est-ce qui se passe si Kafka commence à tomber? Ou pire, qu'est-ce qui se passe si Zookeeper commence à tomber? Comment on va pouvoir retrouver notre état? Idem pour Couchbase, comment on va s'occuper de configurer nos serveurs pour que ça tourne bien et que ce soit résilient? Et grosse question sur la partie de déploiement de notre infrastructure. Ansible, SaltStack, ça pas encore. Et surtout, il faut que nos services soient hautement disponibles. Du coup, on a commencé à dire, si on allait voir ce que faisait Amazon. Et en fait, non seulement on allait voir ce qu'ils faisaient, mais eux sont venus voir ce que nous faisait aussi sur notre architecture. Et ils nous ont conseillé, ils nous ont trouvé des briques en fait pour chacune de nos briques actuelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, notre système, on est parti dans Amazon, ça, ok. On l'a dit, le gros point noir qui nous embêtait, c'est la partie Zookeeper Kafka. Amazon propose Kinesis, qui est en fait un commit log distribué, du coup managé par Amazon. Le gros point positif, c'est que c'est managé par Amazon. Ça veut dire que tout ce qui va être disponibilité, scalabilité, ça devient le problème d'Amazon maintenant. Nous, on a juste un endpoint à notre disposition. On choisit les topics qu'on veut créer et on adapte nos modules pour écrire dans ces topics et pour les consommer. C'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais, c'est ce que je viens de dire, parfait. Du coup, en fait, Kinesis, c'est un Kafka encapsulé et modifié par Amazon. Donc finalement, on se retrouve sur les mêmes problématiques. Autre changement, la partie synchronisation. Amazon propose depuis peu DMS, Data Migration Service, qui permet justement de se brancher à des bases de données, de les surveiller et de synchroniser d'autres bases de données. Bon, ça ne peut pas écrire directement dans Kinesis, donc du coup, nous, on a demandé à Amazon un service managé MySQL. Donc comme ça, on duplique en fait l'étape dont on a besoin dans notre système, dans MySQL. Et après, on a adapté notre petite moulinette qui permet de gérer des événements, de créer des événements, pour ensuite les balancer dans Kinesis. Et on se retrouve
Et l'avantage de DMS, c'est que ça ne surcharge pas en fait la base qui est en train de dupliquer, puisqu'il va se baser sur les logs d'Oracle. Pour la partie persistance, bon, Couchbase, ce n'est pas proposé par Amazon. Par contre, il propose DynamoDB, qui est une base de NoSQL plutôt orientée clé-valeur. Et pareil, à ce même niveau, c'est managé. Donc du coup, tout ce qu'on fait, c'est demander une table. Tout ce qui est résilience, scalabilité et tout, c'est le problème d'Amazon, encore une fois. Plus besoin de configurer, de s'embêter avec ça. Pour Elasticsearch, ils ont encapsulé un Elasticsearch. Ils ont appelé ça Elasticsearch Service. Tout ce qu'on a à faire, c'est créer un domaine. On se retrouve, ça s'appelle un domaine, et après, dans ce domaine, on peut créer nos index et travailler avec comme un Elasticsearch classique, puisqu'on a un endpoint à disposition. Et Amazon configure même un Kibana pour chacun des domaines que l'on crée. Après, restait la question de la synchronisation entre Dynamo et Elasticsearch. Logstash, du coup, si on continue à le garder, pour le coup, ce n'est pas un service managé par Amazon. Donc, il aurait fallu créer des machines EC2 et le configurer pour qu'il soit toujours disponible et qu'il n'y ait pas de souci de synchro. Mais il n'y a pas longtemps, du coup, ils ont commencé. Il y a les lambda qui existent, qui vont permettre d'encapsuler du code dedans. Je vais en revenir. Et ils ont fourni surtout un bootstrap de code qui permet justement de synchroniser des tables Dynamo avec un index Elasticsearch. On va faire un petit zoom dessus. Lambda, du coup, ça va encapsuler un bout de code. Et ce bout de code, il sera exécuté à réception de plusieurs événements. Ça peut être des requêtes HTTP. Du coup, on peut imaginer écrire une API REST seulement avec des lambda. Et ça va aussi prendre en entrée plusieurs streams, dont Kinesis. Et sur Dynamo, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir activer pour chaque table un stream, un Dynamo stream. Et à chaque modification de la table, il va y avoir un événement automatiquement généré par Dynamo qui va être écrit dedans, qui signale qu'il y a eu un changement, quel changement il y a eu. Et il va suffire de brancher notre lambda à ce stream d'événements. Et la lambda va se déclencher à chaque fois qu'il y aura une modification dans la base de données. Et du coup, on a mis un script Python tournant dans une lambda qui est fourni par Amazon. La base du script Python est fournie par Amazon. Il a juste fallu configurer l'endpoint pour taper dans Elasticsearch. Et comme ça, à chaque modification, notre lambda se déclenche et synchronise notre index. Le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'une machine EC2, puisque quand la lambda n'est pas utilisée, elle se met en sommeil. Il y a juste le stream qui continue à être interrogé. Et c'est au besoin que la lambda est exécutée et au besoin même dupliquée. Pour info, dans Lambda, on peut faire tourner pour l'instant du Python, du Java et du Node. Donc voilà notre architecture modifiée après de bosser avec Amazon. Pour info aussi, du coup, les différents modules verts, c'est ceux qu'on a développés. Eux, on s'est mis à les containeriser avec Docker. Et pour les déployer et travailler avec ça dans Amazon, on s'est mis à utiliser ECS, Elastic Container Service. Ça, c'est un service mis à disposition par Amazon. Il suffit de lui indiquer quelle image on veut déployer. Et lui, il va s'occuper de la configuration des serveurs et déployer ça sur des machines EC2, tout seul. On utilise également ECR, Elastic Container Registry. C'est un registre d'images Docker. Ce n'est pas encore disponible en Europe. Du coup, on a dû utiliser celui qui était dans la zone américaine. Et pour déployer tout ça, on s'est servi de CloudFormation, qui permet de scripter en fait le déploiement de notre infrastructure. Et notamment, c'est fourni par Amazon, donc ça fonctionne parfaitement avec les différents services que propose Amazon, et dont ECS et tout ce que je viens de décrire. Et pour travailler avec nous, ce qui était plutôt vraiment sympa, c'est qu'on avait un Ops. Parce que du coup, derrière tout ce service managé, même s'il serait simple de bootstrapper quelque chose et d'avoir les services à disposition, il faut bien penser qu'il y a du réseau derrière, il y a des VPC à configurer et des règles de sécurité à respecter. Les compétences de l'Ops sont irremplaçables sur ce sujet, et ça permet vraiment de grandement simplifier le boulot. Juste de dire que ce que nous, on a besoin, qui nous fournissent. Du coup, les problèmes qui sont résolus, on n'a plus de serveur managé, c'est plutôt cool, et à configurer. On saute juste, on a notre service, on tape dedans et puis on l'utilise. La haute dispo, la résilience, tout ça, c'est assuré par Amazon. C'est plus une épine dans notre pied, c'est une épine dans le pied d'Amazon. Mais ça, du coup, c'est contractuel, donc ils se démerdent. Et Zookeeper et Kafka, c'est génial, clairement. Mais par contre, les grosses questions qu'on avait, c'était comment les configurer pour assurer la haute dispo et la résilience. Du coup, on a plusieurs. C'est Kinesis. Donc Amazon, pareil, encapsule ça et nous fournit ça. Nouvelle problématique, par contre, c'est que on se retrouve lié à Amazon. Est-ce que vraiment c'est un problème? C'est vraiment la grosse question. On utilise un cloud provider, il a plein de services. Si on veut être vraiment agnostique et utiliser juste les machines EC2 ou les trucs de base de réseau, on va utiliser seulement 1% des capacités d'Amazon, alors qu'il y a tellement de possibilités quand on y est lié.
Et on a vu que finalement, on était parti du coup sur une architecture avec nos services et tout. Clairement, la transition pour passer d'une brique Kafka à une brique Kinesis, vu que derrière, c'est à peu près les mêmes problématiques et les mêmes dogmes, ça se fait relativement vite. Donc, autant en profiter pendant tout le temps du projet où il sera dans Amazon, et au moment où ils voudront vraiment en sortir, on pensera à ce moment-là à sortir des technos, mais autant profiter à fond des capacités d'Amazon, clairement. Il a fallu aussi quand même adapter notre architecture à la facturation. Parce que bien sûr, on s'aperçoit que tout a un coût à l'utilisation, mais ça nous a permis de détecter surtout des anti-patterns. On s'est dit, ah ça en fait on l'utilise comme ça, mais on voit que ça coûte super cher. Est-ce que vraiment on a besoin de l'utiliser comme ça? Non, on a réfléchi sur ce qu'on avait mis en place et on a changé quelque chose. Et la grosse adaptation, c'était sur Dynamo, qui, bien, il y a le côté transactionnel, mais ça c'est propre à toutes les données, les bases de données NoSQL, à partir du moment où elles sont clusterisées. Par contre, pour Dynamo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limite sur les I/O de lecture-écriture. Et selon qu'on bouge cette limite, ça coûte plus ou moins cher. Donc il faut penser à ça dès qu'on travaille avec. Pour revenir sur la partie coût, juste pour illustrer cette compréhension qu'il faut avoir, ça nous montre juste en fait, ça vient d'une conférence sur Netflix. Quand on part d'une base de prix de 100, on va dire, sur l'utilisation de machines classiques, si on fait rien dessus, ça coûte 100. Okay. Si on commence à réfléchir à dimensionner nos machines, à vraiment dimensionner la capacité par rapport à notre besoin, directement on divise le coût par 2. Si en plus on commence à l'adapter sur l'année, par exemple, on sait qu'on va avoir des saisons où ça va être plus ou moins utilisé. Si on fait aussi ce travail d'adapter notre dimensionnement, pareil, on divise à nouveau le coût par 2 de nos machines. Ça va être pareil également si on commence à utiliser les possibilités d'Amazon sur les instances réservées, où les machines elles sont continuellement mises à jour et souvent le prix baisse en fait sur les nouvelles machines. Et il y a également des promos. Et au final, quand on commence à bien comprendre comment fonctionne Amazon et adapter notre capacité à notre besoin, d'un coup 100, on passe à un coût de 5 ou 6. Donc oui, Amazon c'est génial, le cloud c'est génial. Bien sûr, c'est de la facturation, mais le plus important c'est de connaître comment ça marche pour surtout profiter au maximum de ce qu'il peut offrir et pour un coût vraiment modique. Petite conclusion, Amazon c'est quand même génial. Clairement, ça nous a enlevé un gros poids sur toute la partie infrastructure qui était un gros point important sur notre projet. Plus de serveurs à manager, donc c'est bien pour la configuration. Pour la partie débugage, ce qui est important de savoir, c'est que Amazon fournit CloudWatch, qui est un service, une console en fait, qui va rassembler les logs et les événements des différents services qu'on a dans notre infrastructure. Et du coup, sur un seul écran, on va pouvoir voir ce qui se passe dans l'infrastructure. Toujours besoin d'un Ops, ça c'est hyper important. On prône le mouvement DevOps et tout. DevOps, c'est bien un dev plus un Ops. C'est pas une personne qui combine les deux caractéristiques. C'est des métiers différents et c'est tellement plus rassurant quand il y a quelqu'un qui s'occupe de toute cette configuration que ça, pareil, ne pas l'oublier. Et Amazon, surtout, c'est un environnement très riche. On l'a vu pendant notre projet. À chaque problématique, en fait, dans les semaines qui suivaient, souvent, il y avait un nouveau service qui arrivait. Pour la partie synchronisation Dynamo et Elasticsearch, on est parti sur Logstash et en fait, 2 semaines après, il y avait un article d'Amazon qui expliquait comment faire ça avec des lambdas et qui fournissait une blueprint en plus pour le code. Ce qui est juste important, c'est de savoir comment il fonctionne et comment c'est facturé. Je reviens dessus. C'est essentiel pour en profiter au maximum et pour ne pas avoir de surprise sur la facturation. Et du coup, mes serveurs, où est-ce qu'ils sont passés? Je pense que vous l'avez compris, vous le savez dès le début. Ils sont dans ton cloud, donc ça c'est bon. Merci à tous.